Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire qui a pour thème les outils de statistiques au service de la métrologie. On vous remercie d'être toujours tous aussi nombreux à nous suivre sur ces webinaires. Et pour aujourd'hui, on a la chance d'avoir un webinaire qui sera co-animé par Jean-Michel Pou et Didier Bozonnet, que je laisse se présenter rapidement. Eh bien, bonjour à toutes et à toutes et à tous. Donc, moi, je me présente, Didier Bozonnet. Donc, je travaille dans un laboratoire de biologie médicale, plutôt dans une partie recherche, en tant que responsable qualité et métrologue. Et en parallèle, j'ai une activité aussi indépendante où je donne des cours de métrologie qualité. Je fais des audits internes, des audits ICA aussi. Et donc, voilà, j'ai été amené à travailler la métrologie. Quand j'ai mis en place dans un laboratoire de biologie médicale, j'ai découvert la métrologie à ce moment-là. Et je viens de l'industrie pharmaceutique, où là aussi on faisait de la métrologie, et je ferai peut-être l'occasion de discuter plus en amont de, de l'origine, en fait, où j'ai découvert la mesure, en fait. Voilà. Merci Didier. Donc Jean-Michel Pou, certains d'entre vous me connaissent, je suis le fondateur de Deltamu, mais je suis aussi peut-être et surtout un passionné de métrologie et de tous les outils qu'on doit, me semble-t-il, bien comprendre et maîtriser pour faire une métrologie efficiente. C'est tout l'objet du webinaire aujourd'hui et on a demandé à Didier de venir témoigner parce que c'est un métrologue comme tous les gens qui nous écoutent habituellement. Et l'idée est qu'il nous fasse part, au cours de ce webinaire, du chemin qu'il a parcouru entre ce qu'il vient de dire, découvrir la métrologie à un moment donné de sa vie, et aujourd'hui l'enseigner, notamment dans des écoles d'ingénieurs. Donc j'avais envie nous avions envie avec Marie qu'on ait un témoin qui raconte un peu, qui relate un peu cette montée en compétences pour pouvoir parler sereinement de problématiques métrologiques. Marie, je te rends la parole pour la petite présentation. Merci à tous les deux. Donc, avant de vous laisser intervenir sur ce sujet qui passionne beaucoup d'entre vous, voilà, juste quelques mots pour rappeler qui est Deltamu, très actif en métrologie, à l'origine aussi du concept de smart métrologie. Comme vous le savez, on est convaincu chez Deltamu que la science de la mesure, la métrologie, le fait de bien mesurer peut devenir un véritable facteur de compétitivité pour atteindre des objectifs de productivité, de maîtrise des non-conformités, de maîtrise des coûts et d'anticipation des usures ou des dérives. Donc, on a vraiment cette expertise unique et reconnue au sein d'institutions internationales. On est pilote de la refonte de l'ISO 10012 notamment. On est très actif dans les groupes de travail, dans les conférences internationales. On est à l'origine de plusieurs fascicules comme FDX 07-014 sur l'optimisation des périodicités d'étalonnage. On s'implique aussi beaucoup dans la formation des étudiants et aussi sur le partage des connaissances. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est l'occasion à travers ce webinaire de faire ce partage-là. Et je voulais juste faire un petit rappel, effectivement, sur le fait qu'on met à disposition gratuitement tous ces contenus sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est quasiment le 30e webinaire qu'on anime aujourd'hui. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne et à pouvoir consulter tous les webinaires. Vous voyez, il y a différents sujets. Et je crois que Jean-Michel fera un petit clin d'œil tout à l'heure parce que le premier webinaire qu'on a fait pendant le confinement, il était déjà sur cette thématique des fondamentaux de statistiques au service de la métrologie. On digitalise aussi pas mal nos contenus. On a une plateforme de formation numérique. Donc, pour ceux que ça intéresse, on pourra envoyer les liens si vous souhaitez les tester. Donc Deltamu, c'est aussi une histoire qui nous mène vers cette évolution de la métrologie au service de la productivité, en s'appuyant notamment sur les statistiques. Jean-Michel et Didier vous expliqueront pourquoi. C'est aussi une équipe, donc vous connaissez certains d'entre nous, soit directement, soit par le biais des webinaires, mais là, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu toutes les personnes qui se cachent derrière Deltamu, au sein du support technique, par exemple, ou parmi nos formateurs ou notre service métrologie.
Donc, quelques références, hein, on travaille effectivement avec tout secteur de l'industrie manufacturière, que ce soit le médical, Didier en a parlé, mais on travaille aussi beaucoup avec la mécanique, l'automobile, l'aéronautique. Donc, par le biais de notre logiciel de métrologie, hein, Optimu, que vous êtes nombreux à connaître, qui se compose de nombreux modules. La formation également en métrologie 4.0, tout niveau, tout format. Et également des prestations de conseil, d'expertise pour accompagner les industriels alors dans les audits ou dans l'optimisation de leurs prestations de gestion de la métrologie. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus. Je vais maintenant donner le partage à Jean-Michel qui va pouvoir vous présenter les outils statistiques. Est-ce que tu me confirmes que vous avez bien mon image à l'écran là C'est parfait, merci. PowerPoint. Est-ce qu'il est en mode présentation? Il est en mode. Alors avant que tu commences, j'en profite juste pour rappeler à tous les participants, n'hésitez pas à poser des questions, c'est aussi interactif, un webinaire. Donc vous avez un petit formulaire de questions qui s'affiche normalement sur le côté. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je pourrais intervenir pour les poser à Jean-Michel et Didier pendant le webinaire. Et dans tous les cas, on pourra réserver aussi un petit temps à la fin pour poser les questions. Et précisons également que, comme d'habitude, toutes les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre feront l'objet d'un article sur notre blog smartmetrology.com, article dans lequel on répondra aux questions qui n'ont pas trouvé de réponse pendant le webinaire. Le temps passe très vite et on sait qu'on a l'habitude de dépasser, mais on ne peut pas tenir toute l'après-midi. Vous ne seriez peut-être pas d'accord pour rester avec nous. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. Alors, moi, j'aime bien les gens qui me connaissent. Bon, les gens qui me connaissent savent que j'utilise souvent cette figure. Chacun va y retrouver les fameux cinquièmes. Et ça, c'est le principe fondamental de la métrologie, c'est de toujours garder en tête que quand on fait une mesure, en réalité, on va mettre en œuvre des différents facteurs pour essayer de connaître la réalité de la grandeur d'intérêt qu'on appelle mesurant en métrologie. Mais quand je mesure une température dans un frigo, j'aimerais connaître. J'aimerais savoir en général, quand je fais cette mesure, j'aimerais savoir s'il va pouvoir conserver mes réactifs. Ça suppose plein de questions, notamment en termes d'homogénéité, en termes de ci et de là. Donc toute mesure en fait va devenir très complexe, très vite complexe, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une valeur indiquée sur un instrument de mesure pour avoir la valeur qu'on recherche. La valeur qu'on recherche, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. On me demande parfois ce qu'est un métrologue. Encore récemment, on m'a demandé s'il y avait des formations certifiantes de métrologue. Oui, il y en a très probablement, mais un métrologue, c'est un concept tellement large et c'est un métier tellement diversifié qu'on ne peut pas répondre brutalement à cette question. Un métrologue qui est spécialisé dans les mesures 3D sur une machine ou qui est spécialisé dans un laboratoire de biologie médicale pour faire fonctionner des automates de mesure, ce sont des métrologues. Quelqu'un qui fait des essais dans un laboratoire pour mesurer la performance de certains matériaux à résister au feu, c'est un métrologue. Là, c'est des gens qui sont dans la physique, qui mettent en œuvre des processus de mesure, des modes opératoires, qui maîtrisent parfaitement ça. Et vous imaginez bien que compte tenu du nombre de mesures diverses et variées qu'on peut réaliser sur cette planète, chaque personne ne peut être un métrologue universel qui va savoir et comprendre tous ces processus de mesure. Nous, chez Deltamu, on quantifie plutôt le métrologue, celui qui va être capable d'analyser ou de définir, de quantifier la fiabilité, la représentativité de ce qu'est la qualité de la mesure qu'il va obtenir. On va donc s'intéresser en général en collaboration avec des métrologues métiers qui, eux, savent mettre en œuvre des méthodes, des modes opératoires divers et variés. Nous, notre regard critique, ce qu'on appelle un métrologue ou un smart métrologue, c'est quelqu'un qui va pouvoir accompagner cet opérateur qui réalise des mesures au quotidien, l'accompagner pour définir quelle est la qualité des mesures qu'il obtient en mettant en œuvre ce qu'il met en œuvre. Autrement dit, on est des spécialistes de l'incertitude de mesure, mais l'incertitude de mesure, en soi, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est quel est l'impact, quel est l'impact de cette incertitude de mesure dans
la décision que je vais prendre vis-à-vis de cette mesure. Quand je fais une mesure, c'est que je cherche à faire quelque chose, je cherche à comprendre, je cherche à connaître quelque chose. Et cette connaissance va me permettre très probablement, dans la plupart des cas, de prendre des décisions. Et donc, cette incertitude de mesure, elle va nous poser des problèmes dans cette décision. Pourquoi? Parce que contrairement à l'impression générale qu'il suffit d'avoir une valeur sur un instrument pour connaître la valeur vraie du mesurand, autour de cette table virtuelle sur laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui dans ce webinaire, tout le monde sait bien que la valeur mesurée, ce n'est pas la valeur vraie. La valeur mesurée, ça va être la valeur qu'on cherche à obtenir. Bien sûr, notre mesure a quelque chose à voir avec ce qu'on cherche à obtenir. Elle n'est pas pur hasard. Si on fait la mesure du diamètre du bouchon du stylo, mon résultat de mesure aura quelque chose à voir avec la valeur vraie du bouchon du stylo, mais elle va aussi contenir d'autres imperfections qui n'ont rien à voir avec le diamètre du bouchon du stylo, à savoir l'imperfection du mesurant, l'imperfection de l'instrument, l'imperfection de l'opérateur, l'imperfection de la méthode, l'imperfection du milieu. Et toutes ces imperfections-là ont un caractère aléatoire, puisqu'on ne peut pas dire à l'avance quelle est sur la patate réelle de mon mesurant la position exacte de la mesure que je vais faire. On ne sait pas dire exactement la température, ni la pression, ni l'environnement électromagnétique au moment de la mesure, parce que tout ça, ça varie. Et donc, on va être confronté à un monde aléatoire, à un monde probabiliste. Et c'est pourquoi, il y a maintenant quelques années, les instances internationales ont rédigé un document que vous connaissez tous, à savoir le GUM. Il date de 1995, ça fait presque 30 ans. Ça veut dire quand même qu'en 30 ans, on a acquis des compétences, des connaissances, et il y a certaines choses dans le GUM qui peuvent tout à fait être positivement critiquées. Voilà, mais pour autant, c'est un document, on a beau le lire et le relire, il est quasi parfait. Il décide de rentrer dans un monde qui est un monde probabiliste. On pourrait lui reprocher de ne pas considérer d'autres mondes, mais on ne va pas en discuter ce matin. Mais en tout cas, c'est un document finalement purement statistique. Et pourquoi le GUM est un document purement statistique? Parce que ce titre, je l'ai repris d'une vieille conférence que j'ai fait il y a plus de 15 ans. On m'avait demandé d'intervenir à l'époque sur métrologie et statistique. Et là, j'avais dit que quand on l'écrivait ET, on faisait une grosse faute d'orthographe, puisque en réalité, la métrologie, ce sont des statistiques. La métrologie au sens où je l'ai évoqué tout à l'heure, à savoir quantifier la qualité, la fiabilité d'une mesure. Voilà. Donc, on peut considérer que ces deux sciences sont très intriquées, puisqu'on ne peut pas faire métrologie sans maîtriser et comprendre les statistiques. Et d'ailleurs, on peut dire que le GUM, franchement, le GUM, je crois qu'on peut dire que c'est un précis de statistiques à usage des métrologues. Voilà. Malheureusement, en tout cas, je parle avec mon cœur, très souvent, on ne veut pas entrer dans la science statistique elle-même. Et le GUM, comme il nous donne des méthodes, il nous donne des trucs, il nous donne des astuces, en fait, mais qui reposent toutes sur des propriétés statistiques, on a plutôt tendance à vouloir appliquer les astuces du GUM sans parfois en avoir compris le fondement, en avoir compris les bases théoriques. Je pense que toute formation de métrologue, au sens où je l'entends, je redis bien fiabilité des mesures, devrait commencer par une formation en statistique pour comprendre le comportement des phénomènes aléatoires auxquels le métrologue va être confronté tout au long de sa vie. Parce que si je ne comprends pas ce qu'est un phénomène aléatoire, alors évidemment, je vais appliquer des méthodes mais sans les maîtriser. Et quand je ne les maîtrise pas, on peut douter de la pertinence de certaines méthodes. On reviendra tout à l'heure là-dessus, notamment avec Didier. Donc, comme vous le savez, et je viens de le rappeler, la valeur mesurée, c'est la valeur vraie plus une erreur de mesure qui est le mélange de tout un tas de phénomènes imparfaits qui, au moment de la mesure, réalisent une de leurs possibilités. Et c'est pourquoi le GUM et tous les outils qui décrivent comment on peut évaluer des incertitudes de mesure reposent sur ces principes statistiques de base. Alors, le GUM ne parle pas assez du biais, mais la réalité, c'est que quand on fait une mesure, il y a toujours un risque de biais. Quand on mélange des phénomènes, alors le biais final, c'est la somme algébrique des biais. Et quand on mélange des phénomènes aléatoires, la dispersion du phénomène qu'on réalise, qui se réalise en mélangeant tous ces phénomènes aléatoires, cette dispersion, elle a pour écart type, ou pour variance, ça sera plus simple, pour variance, la somme des variances qu'il compose, sous réserve que les phénomènes soient indépendants. Quand il y a des
covariance, les choses sont un peu différentes. Alors, on avait animé un webinaire au tout début de la crise Covid, notre premier webinaire. Alors, Marie vient de nous rappeler, on en a fait une trentaine depuis. Je redis, parce que c'est notre fierté, on les met à disposition gratuitement sur notre chaîne YouTube, tout comme on met gratuitement à disposition les articles de fond parfois, voire souvent, qui sont sur notre blog smartmetrology.com. Dans ce webinaire, je vous invite à aller regarder une fois. On ne va pas refaire ce webinaire, il existe, il est en replay, mais je vais quand même repartager les grandes lignes, si je le retrouve, les grandes lignes de ce qui avait été dit à ce webinaire. Marie, est-ce que tu me confirmes que vous avez bien mon fichier Excel sous les yeux? Oui, oui, c'est bon. Mon fichier Excel de simulation. Les grands principes de base qu'il faut avoir compris en métrologie, je redis, on a un webinaire complet là-dessus, je vous invite à aller le regarder. Et puis surtout, on va vous proposer à la fin du webinaire de télécharger 2 livres blancs dans lesquels on a réécrit tout chemin, pas par pas, on a réécrit tous les grands principes qu'on utilise en métrologie et qui vont vous permettre de progresser. Et Didier nous dira tout à l'heure quelle est l'utilité de faire ce travail d'acquisition de compétences pour résoudre les questions qui sont les questions classiques de la métrologie. Donc, pour revenir très simplement, dans ce webinaire, j'explique ce que c'est qu'un échantillon. Donc, un échantillon, c'est ce qui se passe quand on n'observe que quelques observations d'un phénomène. Alors, je vais prendre un exemple classique en métrologie d'un échantillon. C'est quand vous faites l'étalonnage d'un instrument de mesure en 5 points ou en 10 points ou en 3 points, vous ne relevez qu'un échantillon des points possibles des valeurs de l'instrument. Quand vous regardez, que vous faites un test de répétabilité, que vous répétez 15 fois une mesure en ne bougeant aucun des facteurs, en essayant de rester dans des conditions de répétabilité, vous n'observez que 15 valeurs possibles de la répétabilité. En théorie, vous pourriez avoir une infinité de valeurs. Donc, la science statistique qu'on utilise et qui s'appelle l'inférence statistique, c'est une science qu'on utilise en métrologie parce qu'on ne pourra jamais regarder tous les points de mesure d'un étalonnage, d'un instrument de mesure, et on ne pourra jamais faire une infinité de mesures pour estimer une répétabilité. La première des théories qu'on utilise en métrologie, c'est l'inférence statistique. L'inférence statistique, c'est d'essayer de comprendre une réalité qu'on n'observera pas, l'infinité des points de mesure, par exemple, de l'instrument, en n'en ayant que quelques échantillons, quelques valeurs. Et donc là, la première des propriétés, c'est qu'est-ce qu'on peut déduire d'un échantillon? Alors, quand j'ai un échantillon, là, ici, je simule le lancer de 1 dé. Un dé, tout le monde sait que ça produit des 1, des 2, enfin 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ben, suivant les 5 lancers que je vais faire du dé, je ne vais pas observer les mêmes valeurs de sortie. Par exemple, dans cet échantillon-là, je ne vois pas que le dé fait 1. Voilà. Et puis, dans cet échantillon-là, je ne vois pas non plus qu'il fait 1, mais je ne vois pas non plus qu'il fait 3 ou 4. Pour autant, la population parente, la réalité du dé, produit bien des 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc, pour voir cette population parente dans son entièreté, on va faire plusieurs simulations et là, on va se rendre compte, quand on augmente le nombre d'échantillons, enfin le nombre des valeurs dans notre échantillon, on va se rapprocher de la connaissance, de la compréhension du phénomène qu'on observe. Donc ici, si je lance 10 000 fois un dé, grâce à la simulation numérique, je peux le faire en 1 seconde, et ben, je vais observer qu'en fait, j'ai une loi équiprobable qui produit des 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 avec la même fréquence. Bon, ben, quand maintenant je lance 3D pour aller très vite, je vais tout de suite rester dans des quantités importantes et non pas revenir à des échantillons. Je constate quoi? Qu'en lançant 3D, j'ai plus du tout une loi uniforme, j'ai une loi qui ressemble à une forme que vous connaissez tous, à savoir une courbe en cloche, souvent appelée légitimement la loi normale ou la loi de Laplace-Gosse. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette expérience que vous avez sous les yeux, c'est que quand je mélange un dé uniforme qui varie entre 1 et 6 et un dé uniforme qui varie entre 1 et 6 et un autre dé uniforme qui varie entre 1 et 6, alors j'obtiens une loi normale. Alors, a fortiori, si au lieu d'en mélanger 3, j'en mélange 6, eh ben, je vais aussi obtenir une courbe qui a la même forme. Dans le livre blanc et dans le webinaire, on vous explique le pourquoi de cette forme. Vous en connaissez l'équation, pour la plupart d'entre vous. Cette équation, elle n'a pas un intérêt phénoménal puisqu'aujourd'hui, Excel, il connaît tout ça et il sait faire tous les calculs. On n'a pas besoin de faire à la main. L'équation que vous avez ici à l'écran, c'est la courbe en noir qui qui représente, qui dessine avec une fonction plutôt qu'avec des bâtons, qui dessine une loi de probabilité qu'on appelle une loi normale. Et cette loi de probabilité, on en connaît bien les propriétés, hein, vous le savez.
à plus ou moins un écart type, on a 68% des valeurs environ, à plus ou moins 2, environ 95%. Les métrologues connaissent ça par cœur, puisque par convention, on a décidé d'exprimer les incertitudes de mesure à 2 écarts types. De vous à moi, je préférais qu'on les estime à 1 écart type, parce que moi, chaque fois que j'utilise une incertitude, je la ramène sous forme d'écart type. Voilà, parce que je ne peux qu'utiliser des écarts types pour comprendre ce que je vais faire avec mon résultat de mesure. Donc là, c'était pour faciliter un peu la chose d'avoir des étendues, sauf que des étendues, ça ne signifie rien, parce qu'une étendue est directement corrélée avec un intervalle de probabilité. Donc, je peux prendre 2, je peux prendre 3, je peux prendre 2,5, je peux prendre 1,7. Chacun de ces intervalles aura un niveau donné de chance de contenir la valeur vraie. Et tout ça, on le sait grâce aux propriétés de la loi normale. Voilà. Alors, pourquoi on parle si souvent de loi normale? Parce que quand on mélange plein de facteurs, eh ben, on obtient une loi normale, que ces facteurs soient uniformes, gaussiens ou tartampions. On a de bonnes raisons de penser, en tout cas, on se fait plaisir à penser que la résultante est gaussienne. Donc, on s'intéresse à la loi normale en métrologie parce qu'on mélange des facteurs aléatoires et qu'on sait qu'un mélange de facteurs aléatoires, ça donne une loi normale. Ça donne une loi normale sous certaines conditions. J'en ai parlé dans le webinaire numéro 1 et on en reparle dans le fascicule. Il y a notamment une condition qui vise à dire que les variables sont indépendantes. Je crois que Didier vous parlera probablement de covariance, parce qu'on n'aime pas les covariances parce qu'on n'a pas bien compris ce que c'était, mais en réalité, les covariances, elles sont toujours là, ou elles sont possiblement là. Et regardez bien ce qui se passe quand je lance 3D ensemble et que, alors évidemment, je ne sais pas le faire à la main, j'ai 2 des 3D qui tombent systématiquement sur la face opposée l'un l'autre. Alors, la loi de probabilité qui résulte de ce mélange à cause des covariances fait que je ne suis plus gaussien. Je suis maintenant avec une loi uniforme qui est décalée de 7, tout simplement parce que la somme opposée des faces d'un dé est toujours égale à 7. Autrement dit, en face du 1, il y a le 6, en face du 2, il y a le 5, et en face du 3, il y a le 4. Voilà. Et donc, quand on regarde indépendamment les 2 dés, ils varient bien chacun entre 1 et 6, mais quand on les regarde ensemble, alors ils font toujours 7. Voilà. On dit qu'ils covarient, la valeur de l'un implique la valeur de l'autre. Alors, des fois, la covariance n'est pas aussi forte que ça, mais elles existent souvent en métrologie et il faut absolument tenir compte, sinon elles changent toutes les propriétés de ce qu'on observe et donc on ne peut plus, dans ce cas-là, appliquer les propriétés d'une loi normale parce que ma résultante n'est plus gaussienne. Alors, vous voyez à quel point c'est important de comprendre ça. Si mes dés tombaient sur une même face, j'aurais encore une autre forme de loi bizarre parce que ma covariance n'aurait pas le même effet, mais le fait est que ma loi ne serait pas gaussienne et donc toutes mes histoires d'intervalle de confiance n'auraient absolument aucun intérêt puisque ma loi finale n'est pas gaussienne. C'est des choses de base qu'il faut avoir compris. Dans le monde industriel, on a des covariances partout et j'allais dire heureusement, quand on fait des choses pour obtenir des produits, qu'on veut fabriquer quelque chose, c'est bien qu'on va agir sur des phénomènes pour obtenir un autre phénomène. Donc, heureusement que l'action de ces phénomènes sur le phénomène final n'est pas indépendante et n'est pas complètement liée au hasard. Sinon, on fabriquerait n'importe quoi, on ne saurait pas fabriquer des voitures. Donc, il ne suffit pas, comme je l'entends trop souvent, de balayer d'un revers de main les covariances en disant « ouais, bon, c'est pas grave, on les néglige ». Non, d'abord, c'est grave parce que ça peut changer l'amplitude du phénomène final et surtout, ça change sa forme. Et donc, on risque de raconter beaucoup de bêtises après quand on n'a pas compris ça. Donc, dans le GUM, pour revenir au GUM, on utilise ces propriétés-là, ces propriétés statistiques, et notamment, on utilise une propriété qui est une propriété dite d'additivité. Vous verrez dans le webinaire et vous verrez dans le fascicule. Là, je vais dire à Excel de lancer 1 dé, puis 2 dés, puis 3 dés jusqu'à 10 dés, de les lancer 100 fois chacun. D'accord? Donc, je vais avoir 10 séries de 100 valeurs et je vais lui demander de calculer la moyenne de ces séries, l'écart type de ces séries et ici, on va pouvoir regarder comment se comporte la moyenne et l'écart type en fonction du nombre de dés que je lance ensemble. Voilà. Et là, on va obtenir 2 propriétés fondamentales des phénomènes aléatoires. C'est quand je mélange des phénomènes indépendants, d'ailleurs pour la moyenne, même s'ils ne sont pas indépendants, ça ne change rien. Si je mélange des phénomènes indépendants entre eux, je redis, c'est ce qui se passe quand on fait une mesure, on mélange l'imperfection des cinquièmes, il peut y en avoir plusieurs, hein. Cinquième, c'est une méthode mnémotechnique, et bien l'imperfection finale, donc notre incertitude de mesure, aura pour moyenne, alors sera gaussienne sous certaines conditions,
qu'on vient d'évoquer et aura pour moyenne la somme des moyennes qui la composent. Alors, je sais que le GUM ne parle pas trop des moyennes puisqu'il considère que tout est corrigé, mais si jamais pour une raison ou pour une autre je ne peux pas corriger, alors si je connais la moyenne de mon phénomène, de mes phénomènes, pardon, il suffit de les additionner pour avoir la moyenne, donc le biais général de mon incertitude de mesure. Et ce biais, il est évidemment très important parce que si mon incertitude de mesure est fortement biaisée, eh bien, les propriétés de la loi normale ne m'intéressent plus beaucoup puisqu'en réalité, c'est le biais qui va amener une erreur dans ma décision et non pas la variabilité autour du biais. Cette variabilité autour du biais, on aurait pu espérer qu'il suffisait d'additionner les écarts types qui sont des indicateurs de la dispersion pour avoir l'écart type final. Or, on voit sur cette courbe, je n'ai pas fait beaucoup d'échantillons, que la droite marche moins bien que pour la moyenne et elle marche moins bien pour une raison simple, c'est que quand on mélange des phénomènes, ce ne sont pas les écarts types qui s'additionnent, mais leur variance. Et là, effectivement, quand je regarde le carré de chacun des écarts types et que je fais ma petite figure, je vois que mes points s'alignent et qui s'alignent avec un coefficient directeur 3,5 qui est égal à peu près, ici, je n'ai pas exactement 3,5 parce que j'ai fait peu de variabilité, mais vous verrez dans le webinaire, on en fait peu. Enfin, j'ai fait peu d'expérience. 100, ce n'est pas beaucoup. Alors, imaginez 5. Quand on fait que 5 points de mesure sur un instrument. Donc, vous verrez dans le webinaire et dans le livre blanc, pardon, que ces simulations nous permettent de retrouver la propriété des variances, à savoir quand les phénomènes sont indépendants, la variance globale du phénomène est égale à la somme des variances qu'il compose. Vous comprenez ici pourquoi le GUM nous dit de transformer chacune des causes d'incertitude en écart type, puis de les élever au carré et de les additionner, tout simplement parce que la propriété statistique qui est cachée derrière le GUM, et ce que nous dit le GUM, c'est celle-ci. Quand je mélange des trucs aléatoires ensemble, la dispersion du mélange est égale à la somme des variances des éléments qui composent le mélange. Le mélange est gaussien sous certaines conditions. La moyenne, c'est la somme des moyennes. Le GUM n'en parle pas, mais nous, on a besoin de le savoir, quitte à ce que la moyenne soit égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de biais. Et donc, ensuite, quand on a évalué notre incertitude de mesure, et j'en aurais fini là pour mon fichier de simulation. Je vais revenir. Alors, juste Jean-Michel, une question avant que tu quittes ce fichier. On me demande quel était le rôle de R puissance 2 dans la représentation graphique là, sur le dernier. Je vois qu'il y a des observateurs. Est-ce que vous voyez mon fichier PowerPoint là à l'écran? Non. D'accord. Alors, le R2, en fait, c'est un indicateur qui est censé nous dire, il faut l'utiliser vraiment avec beaucoup de précautions, qui est censé nous dire si le modèle qu'on fait passer par les points a une bonne chance de représenter la réalité cachée derrière les points. D'ailleurs, je suis passé vite, mais le R2, je suis sûr que sur les écarts types, il n'était pas si mauvais que ça. Or, la droite ne décrit absolument pas la somme des écarts types. Voilà, donc il faut s'en méfier comme de la peste. Disons, c'est simplement un indicateur qui nous dit s'il est très proche de 1, que le modèle qu'on a choisi pour expliquer les points qu'on observe a un sens on va dire, acceptable, ou quand le R2 n'est pas très bon, ça veut nous dire que le modèle n'est pas très bon. Mais je ne fais pas du tout confiance à ce R2. Je préfère, mais là, ce n'est pas le débat. D'ailleurs, on va parler, comme là, je parle de biais, d'effets systématiques, on parlera dans le prochain webinaire de la modélisation des résultats d'étalonnage, c'est-à-dire comment je peux connaître le biais de mon instrument de mesure pour pouvoir le corriger. Et ce n'est pas chose aisée, on en parlera le mois prochain. Je préfère très largement, pour savoir si le modèle que je veux attribuer à mon instrument de mesure est conforme à sa réalité, je préfère et de loin observer la forme des résidus plutôt que le R2. Voilà. Le R2, alors, le R2, on me demande s'il est proche de 1, ça veut dire que la fiabilité est meilleure. Si le R2 est proche de 1, ça veut dire que le modèle que j'ai choisi pour expliquer les points semble assez conforme à la réalité des points que j'observe. C'est ça, merci. On peut le dire comme ça. OK, donc on va avancer un tout petit peu, puis on va arriver au cœur du sujet, puisque là, je suis bien sur mon slide de tout à l'heure. Là, voilà. Donc ça, c'est les conséquences du GUM. Je redis, on a un premier webinaire qui détaille tout ça et des livres blancs qu'on met à disposition gratuitement sur notre site que Marie présentera tout à l'heure, notre nouveau site. Vous retrouvez toutes ces explications. Et c'est fort de cette compréhension de ce qu'est une mesure qu'on va pouvoir répondre à tout un tas de questions
qui sont des questions qu'on nous pose, nous, tous les jours, et sûrement que vous vous posez tous les jours quand vous voulez faire de la métrologie, au sens où on parle de qualité des résultats de mesure. C'est quoi les questions? En général, c'est combien il faut que je fasse de mesures pour évaluer la répétabilité. Ça, la réponse, elle est dans les statistiques. Comment choisir la loi de probabilité pour des évaluations de type B? Ça encore, c'est la compréhension des statistiques. Est-ce que le phénomène, j'observe, quand il a différentes réalisations, est-ce qu'il est plutôt gaussien, plutôt uniforme ou plutôt tartampion? C'est des statistiques. Quel EMT choisir et comment les prendre en compte dans les calculs d'incertitude? Alors ça, c'est purement des statistiques. Et on va beaucoup parler, j'imagine avec Didier, de cette question des EMT, parce que franchement là, ça fait des années et des années qu'on fait, permettez-moi de le dire, je l'assumerai si vous posez des questions, mais j'expliquerai tout à l'heure, on fait énormément de bêtises autour de ce concept d'EMT. Qu'est-ce que les covariances et comment les évaluer? C'est un sujet que je viens d'aborder. Et puis les autres questions, c'est pourquoi et quand est-ce qu'on doit utiliser la loi de propagation? Voilà. Comment on peut faire de la simulation numérique? Parce que des fois, c'est tellement complexe, la propagation des incertitudes, qu'on va faire de la simulation numérique. Tout ça, c'est des questions statistiques. Comment prendre en compte les incertitudes de mesure dans les décisions? C'est aussi une question statistique. Quelle périodicité pour quel instrument? C'est typiquement une question statistique. Et enfin, parce que c'est les questions que j'ai listées, mais il y en a sûrement d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à en poser dans le chat pour les questions que vous posez qui ne sont pas décrites ici à l'écran. Comment on peut mettre des surveillances efficaces en place pour garantir la performance et la fiabilité de mes instruments de mesure? C'est aussi une question statistique. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là qui se posent à un métrologue sont des questions qui trouveront leur réponse dans le domaine des statistiques. Voilà. Je continue à penser et je me battrai jusqu'à la fin de ma carrière en métrologie pour dire que avant de former des métrologues physiques, on va dire, il faut aussi former, il faut d'abord poser les bases de la science statistique pour qu'ensuite on comprenne dans le monde de la physique en quoi ces statistiques vont nous être utiles au quotidien. Voilà, moi je vous ai dit, en tout cas en introduction, les choses essentielles que je voulais vous dire. Et comme on l'a dit au démarrage, on a demandé à Didier de venir témoigner sur son parcours. Parce que quand je vous dis qu'il faut maîtriser la science statistique, ça ne tombe pas du ciel. Donc Didier, je te donne la parole et parle-nous de ton expérience de métrologue, depuis que tu as découvert ce métier jusqu'au… Ah ouais, en fait, effectivement, la métrologie, en fait, ce terme-là, je l'ai employé longtemps quand j'étais en pharmaceutique, sans vraiment comprendre les incidences, hein, puisqu'en pharmaceutique, on travaille beaucoup avec des procédures déjà pré-rédigées, tout est mâché et finalement, on ne nous demande pas forcément de comprendre ce qu'on fait, surtout en laboratoire de contrôle qualité. Donc, on étalonnait les équipements, on les vérifiait. Et puis, quand j'ai commencé de travailler en laboratoire de biologie médicale, il a fallu monter ce concept de métrologie. On a voulu faire nos propres prestations et c'est là que j'ai découvert le concept d'incertitude. Et ce qui m'a marqué dans ce concept-là, c'est que l'incertitude, c'était une zone de doute. D'accord. Donc, du coup, quand il y a du doute, moi, généralement, ça ne me convient pas. J'aimerais bien savoir comment lever ce doute. Et donc, à l'époque, on nous disait, ah oui, on retranche l'incertitude de la tolérance et puis dans cette zone-là, on va mettre, c'était pour des congélateurs et des frigos, on va mettre nos limites de surveillance. Et là, j'ai dit, oui, mais si c'est une zone de doute, on pourrait aussi bien, à la limite, les augmenter. Et à l'époque, on l'avait fait avec les biologistes parce qu'ils nous avaient dit qu'effectivement, que le réactif soit à 9, ça ne changeait absolument pas les analyses. Et c'est là que j'ai découvert aussi comment créer, déterminer des incertitudes pour des méthodes, notamment pour des étalonnages de chronomètres, pour des étalonnages de centrifugeuses. C'est là que j'ai découvert ces incertitudes. Et puis, j'appliquais, je faisais comme tout le monde. Hein, je lui disais, voilà, un EMT, on divise par racine de 3. Quand c'est une pipette, on divise. Quand c'est une température, on divise par racine de 2 parce que c'est sinusoïde, sans en comprendre foncièrement les tenants et les aboutissants. Et quand on m'a proposé, j'ai eu l'opportunité de monter des cours pour des étudiants et pour des formations, parce que je travaille aussi en tant que formateur pour l'AFNOR. Et c'est là que j'ai dit, comment
comprendre ce racine de 3, comment comprendre ces racines de 2, comment comprendre l'additivité des variances. Et c'est là que j'ai découvert, alors c'est vraiment le webinaire qui m'a fait vraiment prendre conscience de ça, c'est vraiment ce que Jean-Michel vous a expliqué juste avant, c'est cette notion de simulation de jeu de dés. D'accord? Et finalement, quand vous faites une mesure, et ben finalement, si vous lancez un dé, c'est à peu près la même chose. C'est un peu plus cadré, mais quelque part. Et donc, c'est là que j'ai compris que en simulant les choses, on pouvait comprendre la réalité. Et derrière, ben, finalement, je suis allé chercher, ben voilà, par exemple, pourquoi on faisait des additivités de variance. Eh bien, je suis allé chercher dans les statistiques, dans les précis de statistiques, tous ces concepts-là et je les ai retrouvés. Hein, puisque les propriétés des variances, eh bien, on le retrouve dans un concept, dans un cours de statistique classique. Alors, c'est vrai que les cours de statistique classique sont des fois très rébarbatifs. Et justement, quand on fait de la métrologie, là, on a le cas pratique. Donc, ce qui facilite en fait cette histoire ce qui facilite l'apprentissage de la statistique parce que vous le remettez dans un contexte précis. Et donc, du coup, pour le coup, ça m'a vraiment aidé à comprendre, par exemple, les covariances. Hein, ça, c'est aussi, on peut effectivement additionner par exemple, on peut additionner des variances, mais du moment qu'il y ait 2 paramètres qui vont varier entre eux, eh bien là, ça peut poser des soucis dans l'évaluation. Et donc, en fait, comme dans mon cas pratique, dans mon entreprise, je ne pratique pas foncièrement la détermination des intertitudes, je suis allé reprendre des ouvrages qui ont été publiés et puis j'ai refait les exemples en essayant de mettre derrière des formules statistiques et du coup, on arrive de coup à comprendre bien les choses parce que même à l'issue d'une formation théorique, hein, que j'en ai fait plusieurs justement chez Deltamu, des fois on ressort un petit peu, un petit peu frustré parce qu'on ne comprend pas tout. Hein, c'est un peu comme quand vous passez le permis de conduire, ça ne veut pas dire que vous savez conduire après. Vous allez un petit peu froisser la tôle de votre voiture. Et donc là, c'est un peu ça. Après une formation, il faut un peu se faire mal et puis aller chercher ce qu'il y a derrière. C'est d'autant plus important, à mon avis, hein, puisque si on est dans une démarche qualité, on a dans l'ISO 9001, pour ceux qui l'ont mise en œuvre, hein, une partie sur les connaissances organisationnelles et ces connaissances, il faut les transmettre. Donc, il faut les transmettre à d'autres dans l'entreprise et donc, du coup, d'aller comprendre ce que l'on fait, c'est très, très, très important. Donc là, j'ai pu, comme ça, souvent, on nous pose des questions, le nombre de répétition en répétabilité. Là, vous allez vous voyez que quand vous faites une mesure de répétabilité, vous faites des moyennes, vous calculez des écarts types et vous voyez que ces estimateurs-là, ils vont, enfin surtout l'écart type, ils vont varier. Et puis plus vous allez faire de valeurs, et bien plus vous allez faire de tests, plus vous allez affiner la connaissance de votre écart type. Et donc, du coup, là, vous pouvez aller voir après dans les statistiques le nombre de valeurs, pour à la limite que votre test soit plus ou moins fiable. En tout cas, l'estimation de l'écart type de répétabilité soit plus ou moins fiable. Si je peux intervenir là, Didier, rapidement, tu as raison de souligner ce point. Déjà, quand on calcule, alors en métrologie, on a l'habitude de dire, par exemple, moi, j'ai été longtemps responsable d'accréditation dans un laboratoire. Je ne le suis plus, donc je ne sais pas si ça se pratique encore, mais quand on faisait des études de répétabilité, le COFRAC nous demandait de faire 30 mesures. Et donc, on faisait plein de séries de 30 mesures, ce qui est beaucoup. Et à la fin, qu'est-ce qu'on faisait? On calculait des écarts types. Et à la fin, on prenait le plus grand. Voilà ce réflexe de prendre le plus grand, ce qui n'a absolument aucun sens. Parce que quand on a compris que même quand on calcule 30, quand on prend 30 valeurs, quand on a compris que l'écart type qu'on obtenait, ce n'était qu'un estimateur de la réalité, des fois, cet estimateur, il est plus grand que la réalité, et des fois, il est plus petit que la réalité. Donc, de prendre le plus grand qu'on a observé, c'est de se faire mal pour rien, puisqu'on a toutes les chances que le plus grand qu'on ait observé soit vraiment plus grand que le sigma qu'on cherche. Puisque quand on calcule un écart type petit s, un estimateur de sigma, on cherche en réalité sigma. Quand on a compris les statistiques, la première chose qu'on fait, c'est qu'on compare si les écarts types qu'on a obtenus avec nos séries
sont possiblement des estimateurs différents d'un même écart type. Et quand on conclut, c'est ce qu'on fait par exemple quand on fait dans les essais interlaboratoires, si on fait un test de Mendel ou un test de Cochrane ou un test de Grupp, c'est exactement ce qu'on fait. Et une fois qu'on a conclu que oui, il était probable au niveau de confiance choisi qu'ils proviennent d'une même population parente, donc qu'ils soient des estimateurs d'un même écart type, alors au lieu de prendre le plus grand, on commence par prendre la moyenne, la variance moyenne dont on extrait la racine, puisque on ne travaille jamais avec directement avec des écarts types. Et là, du coup, curieusement, on améliore nos incertitudes de mesure, voire d'étalonnage, si je parle d'un laboratoire d'étalonnage, parce que quand je fais exprès, parce que je ne maîtrise pas ce que je fais, de prendre le plus grand des écarts types, eh ben, si c'est la plus grande cause d'incertitude de mesure, je majore mon incertitude d'étalonnage. Et une fois que j'ai fait ça, je dis, ah bah oui, mais mon incertitude, elle est trop grande, alors qu'est-ce que j'en fais? Mais non, elle n'est peut-être pas trop grande. C'est que comme on n'a pas compris ce qu'on faisait, on s'est mis une balle dans le pied. Ça se trouve, elle va très bien, mon incertitude d'étalonnage. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je le redisais, c'est sur la quantité de données qu'on va prendre pour calculer l'écart type. Quand on a compris, et c'est ce qu'on peut faire avec de la simulation, c'est ce qu'on explique dans le livre blanc, quand on a compris qu'au bout d'un moment, finalement, quand on additionnait des valeurs, quand on rajoutait des valeurs dans un échantillon, eh ben, on ne gagnait pas beaucoup en termes de qualité de l'estimateur. On est à un moment, il y a une asymptote et qui fait que je fasse 15 mesures ou 30 mesures, je ne vais pas avoir gagné beaucoup. Alors, si ça ne me coûte pas cher de faire 30 mesures, moi je viens du dimensionnel, faire 30 mesures sur une cale étalon avec un pied à coulisse, ce n'est pas un problème insurmontable. Donc, on peut les faire. En revanche, faire 30 mesures de la même backflip sur un banc de mesure, ça commence à être lourdement pénible. Et ben, si je me rends compte que finalement, en faisant 30 mesures, je ne gagne rien en termes de qualité ou pas grand-chose en termes de qualité, ben, je sais justifier du pourquoi j'en fais que 10 ou pourquoi j'en fais que 15. Voilà. Il faut aussi avoir compris la notion du biais. Mais voilà, donc là, voilà un sujet, la répétabilité, qui est un sujet de base pour un métrologue. Les réponses aux questions qu'on se pose sont dans les propriétés statistiques qu'il faut connaître. Et quand on les connaît, ben, on ne majore pas ces incertitudes et on ne fait pas des séries de mesures inutiles. Voilà, je te rends la parole, je voulais juste préciser ce point. J'ai juste une question, moi, justement, qui est sur le sujet de la répétabilité. Dans un laboratoire, effectivement, il y a plusieurs opérateurs qui peuvent être amenés à réaliser le même mode opératoire. Et on nous demande si, dans le bilan d'incertitude, on doit faire effectuer ces mesures de répétabilité à chaque opérateur. La question, si je peux me permettre, Didier, tu donneras ta réponse, mais là, je réponds du tac au tac, c'est est-ce que je peux donner ma voiture à n'importe qui sans savoir s'il sait conduire? Enfin, évidemment qu'un opérateur, on doit s'assurer, c'est la première des choses dans la validation des compétences, c'est qu'il sait mettre en œuvre le processus de mesure, quel que soit le processus de mesure qu'on va lui demander de mettre en œuvre. Et pour vérifier qu'il sait mettre en œuvre le processus de mesure, le premier truc à faire, c'est de vérifier qu'il ne disperse pas trop, parce que la première fois qu'on tire à la carabine contre une cible, en fait, on en met partout, et puis après, on s'améliore à force de s'entraîner, donc c'est exactement ça. Et puis, même quand il répète bien, il faut vérifier qu'il répète bien la même chose que les autres, ou à peu près la même chose que les autres. Donc, il va falloir aussi le confronter à des opérateurs qui, eux, sont formés et dont on a validé la compétence, pour s'assurer que non seulement il ne disperse pas, mais qu'il n'est pas à côté de la plaque. Parce qu'on peut très bien imaginer, dans un mode opératoire, faire une opération pas très bien et qui décale le résultat de la mesure. Donc, tout ça, c'est là encore, la clé, c'est avoir compris ce qu'était le caractère aléatoire d'une mesure, donc pourquoi il y a de la répétabilité. Des fois, quand on fait plein de séries de mesures, on ne voit pas de répétabilité. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que la résolution de notre instrument nous empêche de l'avoir. Donc là, ça ne sert à rien de s'embêter à faire des tests de répétabilité si on voit, de toute façon, la résolution nous empêche de l'avoir. Par contre, on peut quand même s'assurer, même quand la résolution nous empêche de voir la dispersion intrinsèque des opérateurs, on peut quand même aller s'assurer. Moi, j'ai été surpris avec des mètres à ruban de voir des gens qui lisaient 2 mm d'écart. Voilà. Parce que le mode opératoire, parce que les conditions de la mesure, parce que ci, parce que là. Et ça, de manière systématique. Donc, on doit aussi vérifier qu'un opérateur va donner des résultats qui sont conformes à ceux de ses collègues. Et là, j'entends la question qui vient, oui, mais quand j'ai un seul opérateur, eh bien, quand j'ai un seul opérateur, il faut que je participe à des essais interlaboratoires parce que je n'ai aucune garantie que ce seul opérateur-là n'ait pas de biais en moyenne. Et donc, j'ai aucune garantie qu'il réalise ou qu'il mette en œuvre le protocole de façon suffisamment pertinente pour trouver une mesure qui soit pertinente avec la réalité que je cherche. Et là, il n'y a que les essais interlaboratoires, ce qui va me permettre de faire changer les opérateurs pour vérifier que moi, je ne raconte pas n'importe quoi par rapport aux autres.
Alors en fait, et là on dit, est-ce que les statistiques peuvent venir au secours justement de ce monsieur? Est-ce qu'il faut faire la répétabilité pour chaque? Mais il y a des outils statistiques, notamment qu'on retrouve dans la 5725-2, qui s'appellent les cas Mendel, les tests de Mendel, où on peut faire des comparaisons interopérateurs et là estimer la répétabilité entre opérateurs, éventuellement estimer un écart type de répétabilité moyen du laboratoire et une reproductibilité. Donc du coup, il y a effectivement des tests statistiques qui permettent, et du coup, en plus, il y a des guides pour ça. Le guide des comparaisons inter-instruments, vous pouvez l'appliquer aux comparaisons interopérateurs de la même façon. Donc, encore une fois, vous allez chercher dans les tests, dans des statistiques et donc dans les fascicules qui sont mis à votre disposition. On en parle de ces tests statistiques. Et ça, c'est important que le métrologue puisse aborder cette question-là et d'avoir ces réponses, et il les trouvera dans la statistique. Moi, j'irais même encore plus loin. Pour lui, Marie, juste un mot. Moi, je prends le pari que pour un laboratoire d'étalonnage, il n'y a même pas besoin de faire de tests de répétabilité, ni de tests de reproductibilité interopérateur. J'en prends le pari et j'ai écrit un article là-dessus sur notre blog. Je vais le mettre dans le chat si je trouve le chat. Marie, je ne suis pas sûr de le trouver, sinon je te l'envoie par mail et tu le mets. Parce qu'en fait, très souvent, quand on fait des étalonnages, on répète les mesures. Alors, on ne les répète pas 15 fois, on ne les répète pas 30 fois, on les répète 2 fois, 3 fois, mais on répète la même mesure au même endroit. Voilà. Que ce soit dans un bas de température ou que ce soit sur une cale étalon quand je fais un pied coulisse. Et ben, cette répétition de 3 valeurs, elle n'a pas beaucoup de sens statistique parce que c'est vraiment un estimateur qui est de mauvaise qualité quand j'ai que 3 mesures. Mais quand je fais ça sur tous les pieds coulisses qui passent dans mes mains, avec tous mes opérateurs et tous les jours, j'ai collecté tellement d'informations que je peux en déduire quelle est la répétabilité, quelle est la reproductibilité interopérateur de mes méthodes en utilisant les résultats que je produis tous les jours. Voilà. Sans être obligé de m'arrêter pour faire des tests. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des tests. On peut très bien aller le vérifier après. Mais je vous en prie, faites-le. Et vous allez voir que vos tests de répétabilité, vous pouvez les faire grandeur nature en utilisant les résultats que vous obtenez au quotidien sur les instruments de vos clients. Et s'il y a une répétabilité trop forte un jour, c'est peut-être soit que l'opérateur n'est pas en forme, ça peut arriver, puisque les statistiques font que des fois, quand je lance 5 dés, je fais 30, et puis des fois, quand je joue au loto, je gagne, alors que la probabilité est faible. Mais ça peut vouloir dire aussi que peut-être mon instrument que je suis en train d'établir, il a un problème de fidélité. Et là, du coup, j'aurais pu informer mon client que cet instrument-là, il a un problème particulier parce qu'il a une dispersion plus importante que la dispersion des instruments de la même nature que lui. Donc ça encore, c'est de la compétence statistique et ça encore, c'est de la performance pour les laboratoires. Je t'envoie le mail, Marie, pour mettre dans le chat le lien vers... On a des questions. On me demande si le GUM ne recommande-t-il pas de prendre l'écart type le plus élevé de la série d'études de répétabilité? Alors là, je vais répondre clairement. Je ne sais pas ce que le GUM préconise, mais s'il préconise ça, c'est une connerie. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et le GUM, j'ai pris la précaution de le dire tout à l'heure, il a 30 ans. Et en 30 ans, on a quand même découvert des choses, appris des choses, compris des choses. Et si le GUM dit ça, j'en doute, mais si le GUM disait ça, il dirait une connerie. Voilà. Je le dis clairement. On va regarder. Je pense que ça mérite de se pencher sur la question. Comme ça, on pourra le publier un article avec les questions-réponses et on prendra le soin de vérifier ce que dit le GUM. On pourra dire que le GUM dit une connerie. Mais ça, c'est facile à faire par la simulation numérique. Je simule 3 séries de 30 mesures. Je calcule, comme je simule, je sais quel est l'écart type vrai que je mets dans ma simulation. Et ben, je regarde, je prends le plus grand des 3 à chaque fois et je vais voir qu'en moyenne, je majore la réalité. Et donc, il n'y a aucun intérêt. Par contre, si je prends la variance moyenne dont j'extrais l'écart type, je verrai que je vais tendre vers la valeur que j'ai injectée dans le calcul. Donc, on prend le plus grand, ça nous protège. Mais attention, les métrologues ne sont pas payés pour se protéger. Toute décision qui va être prise à cause d'une incertitude mal évaluée qui pourrait nous conduire, par exemple, à changer une méthode ou à changer un étalon, c'est une méthode qui va être coûteuse, c'est une action qui va être coûteuse et qui ne rapporte rien à personne puisque c'était juste une erreur qu'on a faite. Voilà. Donc, si on n'a pas le droit de se protéger, enfin, c'est pas ceinture bretelle le rôle du métrologue, c'est de maîtriser, je ne sais pas ce que tu en penses Didier, c'est de maîtriser le juste nécessaire. On est là pour justement permettre d'atteindre le juste nécessaire en toute décision. Voilà. Donc, il ne faut pas se protéger tout le temps parce qu'en protégeant le métrologue, on nuit à quelqu'un. Voilà. On nuit à sa propre entreprise ou à ses clients. Donc,
Je suis pas d'accord. Ce qu'il faut effectivement comprendre, c'est que quand on fait des répétabilités, que ce soit sur… alors, je donnerai un exemple aussi de répétabilité sur des prestations de vérification de pipette, mais quand on fait des mesures, finalement, quand vous… Et là, je reviens sur la simulation du jeu de dés. Eh ben, à la limite, vous lancez un dé 5 fois ou 10 fois, vous allez voir que les histogrammes sont très aléatoires et que vous avez derrière des valeurs qui bougent beaucoup. Hein, et il faudrait effectivement faire une infinité de mesures pour arriver à vraiment comprendre la réalité de vos mesures. Donc, à la limite, faire 5 ou 10 valeurs, ça n'a pas de sens. Et prendre le plus grand, c'est d'autant plus de travailler au pire pour l'incertitude. Alors, on y reviendra peut-être. De travailler au pire pour l'incertitude, c'est très délétère parce que derrière, l'incertitude peut aider à prendre une décision de conformité. Donc, je pense, je vais mettre de côté pour ça si on revient sur le guide 98.4. Mais pour redonner un petit exemple que je vois quand je donne des cours, sur les prestations de vérification des pipettes, vous avez deux types de prestations. Vous avez des vérifications en 4 points et des vérifications en 10 points. Et tout le monde, parce que j'ai un exercice là-dessus, tout le monde part sur dire on fait 10 points parce que c'est mieux. Voilà, c'est parce que comme on fait plus de points, eh bien, on a plus de chances d'avoir une pipette conforme, de l'avoir conforme ou de l'avoir non conforme. Et si vous fouillez un petit peu les attestations d'accréditation sur 4 points ou sur 10 points, bah, vous apercevez que finalement, les incertitudes qui sont déclarées par le prestataire en 4 points ou en 10 points, elles varient entre elles de rien du tout par rapport au volume mesuré. Donc là, c'est très important de comprendre statistiquement la mesure pour pouvoir être critique et choisir la bonne prestation, parce qu'une prestation en 10 points, elle est plus chère qu'une prestation en 4 points. Bon, là, voilà, Didier, là encore. Tu m'ouvres une porte magnifique, donc c'était pas calculé, hein, on fait du live. Hein. Ah bah là, oui, mais tu m'ouvres une porte magnifique. Bon, déjà, compte tenu de ce qu'on fait et ce qu'on appelle étalonnage aujourd'hui, hein, qui ne respecte pas la définition du VIM 2008 qui a maintenant 14 ans. J'ai même eu la surprise, j'ai publié sur LinkedIn, de voir que le COFRAC s'est permis d'écrire à un lab GTA, il n'est pas opposable, notamment sur les températures, où il a repris, pour ne pas rentrer dans la vraie question, et je vais répondre à tes 4 points ou tes 10 points, pour répondre à l'exigence du VIM, qui est quand même, alors qu'il est cité en référence dans le lab GTA 08, il est cité en référence, et la définition qu'on met dans le lab GTA du mot étalonnage, c'est celle du VIM 2002 pour ne pas parler de la modélisation. Donc aujourd'hui, ton incertitude d'étalonnage, que tu fasses 4 points ou 10 points, ça ne change rien puisqu'on ne regarde que les points qu'on étalonne. On ne fait pas de modélisation, on n'essaye pas d'exploiter ces 10 échantillons ou ces 4 échantillons pour essayer de comprendre ce qu'est la pipette. On prend 4 points ou on prend 10 points, ben, on prend l'incertitude de mesure sur un point. Donc c'est normal que l'incertitude ne varie pas beaucoup. Mais pourquoi ça ne varie pas beaucoup? Parce qu'on ne fait pas un étalonnage. On fait juste du bricolage. Voilà. Alors je sais que ça fait 30 ans qu'on fait ce type de bricolage, mais on ne fait que du bricolage. On a pris 4 points sur la pipette qui en contient 100 ou 200. Ben, qui prétend qu'en prenant 4 points sur une pipette, systématiquement, on tombe sur ce que les normes osent appeler l'erreur maxi. C'est l'erreur maxi de l'échantillon. Mais l'erreur maxi de la pipette, quand je l'utilise tous les jours, je ne la connais pas. Et évidemment que si je faisais de la modélisation, on en parlera le mois prochain, et ben l'incertitude de modélisation quand j'ai 4 points à ma disposition va être plus grande que quand j'en ai 10. Bien évidemment, puisque j'ai plus d'informations. Et là, j'aimerais en profiter pour redire un truc que j'ai dit sur un de nos récents webinaires où je me suis permis de dire, mais je crois très fort, que nous nous sommes tous trompés. On est passé à côté du sujet. Les EMT, les erreurs maxi tolérées, ont été inventées par la métrologie légale, voilà, dans le cadre de la loyauté des échanges commerciaux. Dans la métrologie légale, on va sur le site du commerçant, on va vérifier en quelques points, mais c'est la même chose pour tout le monde, les pompes à essence, les balances du primeur ou les balances du boucher. Et sur ces quelques points, l'État dit, parce qu'il a fait de l'approbation de modèle avant, parce qu'il a pris des dispositions, et puis parce qu'il accepte le risque de ce qui se passe sur les autres points, ça peut être au bénéfice de l'acheteur ou au bénéfice du commerçant, et il dit, les erreurs que je mesure sur ces points doivent être inférieures à des erreurs maximales. Mais il ne dit pas, les erreurs que je mesure sur ces points sont les erreurs de l'instrument. Il n'a jamais dit ça.
Il dit, je mets en place un protocole, j'observe ce qu'on observe en vrai quand on fait un étalonnage, c'est-à-dire non pas l'erreur de l'instrument, mais une erreur de mesure qui se produit en utilisant cet instrument. Et je peux calculer cette erreur de mesure parce que je connais la valeur du mesurant, puisque j'utilise un étalon. L'erreur que j'observe à ce moment-là, ce n'est absolument pas l'erreur de l'instrument, c'est l'erreur de mesure qui se produit, dans laquelle il y a évidemment les erreurs propres à l'instrument, mais il y a aussi toutes les autres erreurs qui composent l'incertitude d'étalonnage. Voilà. Et la méthodologie légale n'a jamais dit que l'erreur qu'on observait sur les 4 ou 5 points étaient les erreurs de l'instrument. Elle a dit que c'est les erreurs maxi entre ce que donne l'instrument et l'étalon. Ces erreurs maxi doivent être inférieures à des limites. Mais nous, industriels, on n'a pas besoin de savoir quelles sont les erreurs qui sont produites au moment de l'étalonnage. Ce n'est pas notre problème, les incertitudes d'étalonnage. Nous, on veut connaître les erreurs de notre instrument pour les mélanger avec les erreurs des autres facteurs qui contribuent à mes processus de mesure pour savoir quelle est la qualité de mes mesures. Donc, les erreurs qui sont produites au moment de l'étalonnage, on s'en moque, ce n'est pas ce qu'on demande. On veut, à travers les erreurs qui sont produites au moment de l'étalonnage, que l'étalonneur aille extraire de ces erreurs-là ce qui provient de l'instrument de mesure. Et quand il aura fait cette extraction, c'est ça que j'achète, moi j'irai mettre ces valeurs dans mon processus de mesure industriel. Et vous regarderez que très souvent, et si on comprend les statistiques, et moi j'ai mis longtemps, j'ai pas de mérite, ça fait des années que je réfléchis à tout ça, et j'ai fait beaucoup d'étalonnage, et j'ai signé surtout beaucoup de PV, et ben on verra que très souvent, ces erreurs qu'on mesure à l'étalonnage, et ça peut surprendre des gens, restent de l'ordre de grandeur, voire plus petites que les incertitudes d'étalonnage. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en condition d'étalonnage, on n'a pas vu les erreurs de l'instrument. Si les erreurs que j'observe au moment de l'étalonnage sont de l'ordre de grandeur des erreurs qui proviennent du laboratoire d'étalonnage, ben, ça veut dire que l'instrument il n'a rien participé du tout et donc on ne l'a pas vu. Alors imaginez, si on ne l'a pas vu dans le laboratoire d'étalonnage, on ne risque pas de le voir dans l'utilisation industrielle de son quotidien. Donc on passe à côté d'un vrai sujet, tout simplement parce qu'on ne veut pas respecter la définition dont les auteurs, les gens des grands laboratoires internationaux, cette définition, elle n'a pas évolué pour embêter le monde. Elle a évolué parce qu'il était nécessaire qu'elle évolue. L'étalonneur doit donner la modélisation de l'instrument sur la base des erreurs qu'il observe dans son labo. Et il peut être amené à le dire, on l'a écrit dans le fascicule du Collège français de métrologie qui traite de cette question, il peut être amené à dire « je n'ai rien vu ». Voilà, je n'ai pas, compte tenu de mes propres erreurs à moi, je n'ai pas vu la participation de l'instrument. Voilà. Ben ça, c'est une super information. Ce que je le redis, si dans des conditions d'étalonnage maîtrisées, spécifiques, avec des opérateurs formés, j'arrive pas à voir les erreurs de l'instrument, imaginez bien que quand je l'utilise, c'est plus du tout un problème, quoi. Je sais que c'est pas lui qui va m'ennuyer. Je vais dire un gros mot. Bon, j'ai un peu faim. L'heure passe. Alors en effet, bon, on ne va pas avoir le temps d'aborder toutes les questions. Là, je suis en train de répondre à ceux qui en ont posé et on vous remercie beaucoup pour votre participation. Je pense que voilà, il faudra qu'on prévoie un article qu'on publiera sur notre blog avec les questions-réponses. Et de toute façon, donc j'en profite, je vais D'accord, Marie, reprendre. si je peux me permettre, il y a beaucoup des réponses. Je ne vois pas les questions du chat, hein, mais il y a beaucoup des réponses qui sont dans les questions du chat que les gens vont pouvoir trouver et dans le webinaire qu'on avait fait il y a 2 ans et dans le livre blanc qu'on diffuse sur notre site. Exactement. C'est la transition toute trouvée de dire que peut-être que la plupart des questions que vous posez trouveront réponse. Donc là, je vais reprendre la main. On va vous envoyer de toute façon des éléments par mail. Mais pour les plus impatients, si vous le voulez, hop. Hop. Voilà, vous pourrez vous rendre sur sur la nouvelle version de l'espace ressources sur le site web. Vous pourrez retrouver tout type de ressources. Alors, on n'a pas encore fini toute la migration, mais notamment là, les fameux 2 premiers livres blancs sur la thématique des statistiques sont disponibles pour le téléchargement. Donc, le premier, c'est les fondamentaux et la partie 2 sur les outils d'aide à la prise de décision. Voilà, il vous suffit d'y accéder et de compléter le petit formulaire pour le recevoir. Et voilà, il se présente comme ça. Donc,
Voilà, ne soyez pas surpris, rien que le premier, il y a quand même 57 pages. Donc, vous aurez, je pense, quand même matière à trouver pas mal de réponses aux questions posées. Moi, je voudrais Voilà, saluer ton travail, Marie, sur cette action-là, hein, puisque ce nouveau site, enfin la nouvelle page ressources a demandé énormément de travail pour pouvoir justement délivrer ces livres blancs et que vous puissiez les télécharger gratuitement et les utiliser à votre convenance. Et donc, c'est un travail qui a été entrepris il y a déjà longtemps, parce que ça paraît tout bête de faire une page web avec des ressources, mais manifestement, c'est pas si bête que ça. Et merci d'avoir été au rendez-vous parce que je sais que la barre était haute et on a réussi ce challenge que de mettre cette nouvelle rubrique ressources en ligne pour que vous puissiez, suite à ce webinaire et maintenant sur les prochains, que vous puissiez bénéficier de ces ressources si vous en avez soit envie, soit besoin. Voilà, donc bravo pour votre travail. Merci Jean-Michel, et n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous inscrire donc à la deuxième partie de ce webinaire sur l'utilisation du logiciel MCare. Donc, on vous donne rendez-vous jeudi 15 décembre à 11 h avec la même équipe normalement. Donc là, pareil, voilà. Vous aurez le petit descriptif et vous pourrez vous inscrire gratuitement. Et c'est à l'issue de ce webinaire-là qu'on mettra aussi à disposition, toujours sur cet espace ressources, le troisième livre blanc qui traitera de ce sujet, de l'utilisation du logiciel de modélisation MCare. On sait que vous êtes nombreux à nous solliciter aussi sur ce sujet-là. Et puis, je reste aussi à votre disposition pour, si vous avez des thématiques qui vous intéressent, pour qu'on les mette à disposition dans les ressources ou pour qu'on réfléchisse à proposer des nouveaux webinaires pour l'année prochaine, n'hésitez pas à nous faire part de votre idée, de vos idées, c'est interactif. Peut-être qu'on peut laisser le mot de la fin à Didier, parce qu'il ne faut pas mentir à nos auditeurs, en fait. Et comme Didier, pour avoir beaucoup échangé avec lui, je sais ses souffrances, tant sur les premiers sujets qu'on a abordés aujourd'hui que sur la modélisation. J'aimerais, Didier, qu'on conclue là-dessus, que tu dises que on peut pas vendre du rêve aux gens, c'est du travail. C'est du travail. Voilà. Mais par contre, c'est de la satisfaction qu'on a travaillé. Ouais, c'est vrai que en fait, toute cette démarche-là, pour essayer de comprendre les choses, pour pouvoir être critique aussi, puisque finalement, il y a des prestataires, par exemple, qui vont vous proposer des règles Je pense que le métrologue doit rester critique vis-à-vis de ce qui est fait à l'heure actuelle pour pouvoir effectivement progresser. Et l'apport des statistiques là-dessus est indéniable. Et c'est en comprenant cet apport des statistiques moi je dirais qu'on fera de la vraie métrologie et qu'on utilisera l'incertitude de mesure, parce que c'est là, c'est comment l'utiliser et comment bien l'utiliser. Et c'est en faisant cet effort-là qu'on pourra utiliser l'incertitude dans la prise de décision, qui est justement en plus une exigence de la 17025 par exemple. Donc on doit prendre une décision avec un risque de conformité. Alors ça serait un webinaire à lui tout seul. Et donc effectivement, faut travailler pour arriver à ça. Et je pense que les métrologues doivent faire l'effort d'apprentissage de ces statistiques. Même si leurs institutions ne font pas toujours, confère le Lab GTA 08 qui se cache oui. Alors après, il y a des bonnes choses quand même qui sont faites. Par exemple, vous avez le Lab GTA 10 où c'est un autre groupe du COFRAC qui travaille dans le domaine électrique, où là, ils utilisent l'incertitude dans la prise de décision. Et en annexe, Jean-Michel, on a pu vérifier hier où dans la grandeur électrique, dans les grandeurs électriques, eh bien, l'incertitude est utilisée à bon escient. Donc, en fait, finalement… On parle enfin du guide 98-4, parce que ça fait longtemps qu'on utilise l'incertitude, notamment avec l'ISO 14253-1, dont tu disais toi-même que ça n'avait pas de sens, et je partage ça. En revanche, dans ce Lab GTA, et on peut les saluer, en effet, on voit enfin entrer le guide 98-4 avec l'approche risque client, risque fournisseur, risque global, risque spécifique, tous ces sujets qui sont quand même sur la table depuis 2012. Ça fait 10 ans que le guide 98-4 existe. Il n'a pas été édité avant-hier soir. Donc voilà, mais on progresse et c'est toute notre communauté des métrologues qui va réussir à faire progresser tout ça parce qu'on en a bien besoin. Il faut sortir du monde des soustractions et des divisions. Soustraction
pour l'ISO 14253-1 et division pour les capacités qui veulent rien dire, pour aller enfin vers un monde dans lequel on essaye de comprendre ce qu'on voit, parce que pour l'instant, on est souvent à côté du sujet. Par contre, ça demande du travail, de l'investissement personnel, je dirais. On n'a rien sans rien. On va conclure sur ce mot-là. Exactement. Voilà. Merci à tous. À très bientôt. Et à très bientôt avec plaisir. Au revoir. Au revoir.